Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le lancement de la campagne internationale de Caritas pour les migrants. Après le référendum au Kurdistan irakien, la situation se complique pour les chrétiens sur place, comme nous l'expliquera Vincent Gélaud de l'Œuvre d'Orient. Et puis retour sur le jubilé des 700 ans du diocèse de Tulle, plus qu'une date anniversaire, un nouveau souffle pour repenser l'évangélisation. Dans un discours prononcé mardi à la Sorbonne à Paris, le président français avait une série de propositions pour relancer une Europe essoufflée. Cette réflexion s'enracine-t-elle dans les fondements voulus par Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe? On en débat avec Benoît Fidelin de Pèlerin. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir. À tout à l'heure. L'avenir de l'Europe est aussi au cœur de l'assemblée plénière de la CCEE. Ce conseil regroupe les présidents des conférences épiscopales d'Europe. Depuis cet après-midi, ils sont réunis pour 5 jours en Biélorussie pour réfléchir sur leur mission en Europe. Il y a quelques heures, dans son discours d'ouverture, le cardinal Bagnasco, président de la CCEE, s'est appuyé sur les paroles du pape François pour donner le cap, redonner l'espérance et dire Jésus. L'Europe n'est pas un organigramme, mais c'est un corps vivant, une communauté de vie et de destin, a-t-il ajouté à la fin de son discours. N'ayez pas peur de partager le chemin, c'est avec ces mots que le pape François a apporté son soutien à la campagne internationale de Caritas pour les migrants, lancée hier. Elle veut renforcer la rencontre entre migrants, réfugiés et des communautés d'accueil dans le monde entier. Et cela commence par des actes simples, comme le faisait Jésus, nous dit le cardinal Taglé, le président de la Caritas internationale. What we're proposing on that day and throughout our campaign is for you to meet a migrant or a refugee, to listen, to share stories and experiences with them. Pope Francis has shown us the power of actions over words, and he has repeatedly invited us to spread, defend, and live out the culture of encounter in a simple way, just as Jesus did. Not just seeing, but looking. Not just hearing, but listening. Not just passing people by, but stopping with them. Cette campagne mondiale a pour nom « Partageons les chemins ». Au cours des 2 prochaines années, Caritas International accompagnera des milliers d'actions de sensibilisation et de rencontres. En France, le Secours catholique invite à prendre part à cet effort mondial, notamment en rejoignant les centaines de familles déjà engagées avec le réseau Welcome. Il s'agit d'accueillir chez soi un demandeur d'asile pour une période de 4 à 6 semaines. Nous avions rencontré Lena l'année dernière. Cette Ukrainienne avait fui les violences de son pays. Raphaël et Florence l'ont accueillie pendant un mois. Ok, on est installé confortablement ici, mais on n'a pas non plus des moyens financiers extraordinaires, mais on est heureux d'offrir ce qu'on a. Et clairement, c'est une façon de vivre concrètement notre foi, une façon également de répondre aux appels de François, du pape François. Le Secours catholique veut aussi aider à faire évoluer les mentalités pour surmonter cette crise de solidarité mondiale, comme l'explique Jean Vétrenaud, responsable en France de la campagne « Partageons les chemins ». C'est un peu la dialectique que dresse le pape François dans cette campagne « Partager le chemin ». On est vraiment sur une dialectique peur et espoir, en fait, parce qu'on a des situations de peur et de rejet dans la société française. On a aussi des magnifiques mobilisations qui vont de 7 à 77 ans pour aussi faire accueil aux personnes migrantes. Ce qu'on prône avec Caritas Internationalis, c'est bien la culture de la rencontre. C'est-à-dire, le pari qu'on fait, c'est qu'en fait, pour faire tomber les peurs, il y a des manières différentes de travailler là-dessus, mais peut-être la manière la plus simple, c'est simplement de prendre le temps de l'écoute, d'être prêt à écouter et entendre ces personnes migrantes. Je pense par exemple à toutes les initiatives qui ont été recensées dans ce qu'on appelait le sursaut citoyen. C'est que face un peu aux contradictions de l'État et à ses difficultés à aider les personnes migrantes, sur tout le territoire français, dans des lieux qui vont des plus petits villages à la capitale, on a des initiatives citoyennes qui soient de l'aide à l'alphabétisation, des repas partagés, en paroisse aussi, des paroisses qui se mobilisent pour justement faire une place, faire un lieu d'accueil à ces personnes migrantes. Et ça, c'est vraiment porteur d'espoir et je pense que c'est
Le grand message de cette campagne, qui va durer 3 ans, partager le chemin des personnes migrantes, c'est tournons-nous vers l'avenir et l'espoir plutôt que d'être prisonniers de nos peurs et de nos préjugés. Une campagne qui a déjà reçu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ChairJourney. Les chrétiens du Kurdistan irakien pris en étau après les résultats du référendum. Mardi, ses habitants ont voté massivement oui pour l'indépendance de leur région, ce qui a eu des conséquences immédiates. Opposés à ce scrutin, le pouvoir central de Bagdad, mais aussi les pays voisins, la Turquie, la Syrie et l'Iran, menacent d'isoler le Kurdistan irakien et l'avenir des chrétiens sur place s'annonce une nouvelle fois compliqué, comme l'explique Vincent Gelot, chargé de projet pour l'œuvre d'Orient. Déjà, il faut dire que le Kurdistan irakien s'est arrêté de respirer depuis plusieurs semaines dans l'attente de ce référendum. Les chrétiens sont inquiets parce que d'abord il y avait un mouvement des retours qui s'était amorcé depuis plusieurs mois. Et tout d'un coup, le fait que ces frontières soient remises en cause bloque un peu tout. On a des gens qui sont à Karakoche par exemple, et Karakoche est dans la zone dirigée par Bagdad, par l'armée irakienne. Et Erbil, où sont les déplacés, donc les déplacés de Karakoche, eux sont sous zone kurde, du Kurdistan irakien. Donc si ces frontières ferment, on a peur qu'il y ait des gens qui soient coincés dans certains villages comme Karakoche, Bartella, Karamles, et inversement que ceux qui souhaitent rentrer ne le peuvent pas parce que la frontière soit fermée. Au-delà de ça, on est aussi inquiet pour les chrétiens de Kirkouk, qui est sur une zone pétrolifère, et le Parlement irakien, donc à Bagdad, vient de déclencher l'envoi de troupes pour chasser les Kurdes qui ont annexé cette ville. Et donc on a des communautés chrétiennes qui sont sur place là-bas et on est inquiet pour elles. Vincent Gelot qui raconte ses rencontres avec les chrétiens d'Orient dans un ouvrage tout juste sorti, Chrétiens d'Orient, périple au cœur d'un monde menacé, aux éditions Albin Michel. Mardi, le président de la conférence épiscopale du Congo a dénoncé les enlèvements de prêtres dans son pays. Il faisait référence aux 2 prêtres disparus dans le Nord Kivu en juillet dernier. Depuis le début de l'année, au moins 4 prêtres professeurs à l'université catholique de Graben ont également subi des attaques. En visite à Bruxelles, Monseigneur Tapa a fait part de sa vive préoccupation face à la crise de son pays. Il a affirmé que l'Église continuera de prêcher la justice, la paix, le bien-être et le respect de la bonne gouvernance. En Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, la vie reprend peu à peu après le passage des ouragans Irma et Maria. Si la cellule d'accueil mise en place par le gouvernement a terminé sa mission en début de semaine, il reste encore beaucoup à faire. On écoute le témoignage de Monseigneur Rio Creux, évêque de Basse-Terre, de passage à Paris. La phase dans laquelle nous sommes entrés, c'est une phase de reconstruction qui va prendre beaucoup de temps et qui se réalisera dans les mois et même les années qui viennent. Les moyens énormes qui ont été mis pour cette reconstruction, avec les moyens bien sûr des services publics et aussi l'Église pour sa part, et je pense en particulier au Secours catholique qui a été et qui sera très présent, et effectivement au diocèse qui a lancé un fonds de soutien pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et on pourrait ajouter aussi les îles environnantes, puisque 2 îles, par exemple, ont été très touchées. L'île de la Dominique, qui a été touchée par l'ouragan Maria, ou des petites îles qui s'appellent Barbuda, qui s'appellent Antigua, et qui ont été touchées par l'ouragan Irma. Et nous entrons maintenant dans cette phase de reconstruction. En ce qui concerne les communautés chrétiennes, dès le 10 septembre, à Gustavia, la petite ville de Saint-Barthélemy, et à Marigot, la capitale de l'île Saint-Martin, les 2 prêtres qui étaient sur place ont pu célébrer la messe avec quelques dizaines de fidèles. Dimanche dernier, les 2 églises étaient remplies et donc la vie de la paroisse reprend, et c'est un beau signe d'espérance. Le pape François a rendu un vibrant hommage à la figure de Saint Vincent de Paul que nous fêtions hier. Le pape a salué un homme en chemin, en constante recherche de Dieu. Dans une lettre adressée à la famille spirituelle vincentienne, elle fête cette année son 400e anniversaire. Une famille qui s'est agrandie au fil du temps, notamment au XIXe siècle avec les conférences Saint-Vincent de Paul et l'intuition de Frédéric Ozanam. Demain à Lyon, le cardinal Barbarin célébrera les 20 ans de sa béatification. Cette semaine, le sanctuaire Sainte-Thérèse à Paris célèbre Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, une proclamation faite il y a 20 ans par Jean-Paul II. Depuis mardi, des conférences, des liturgies festives, des projections de films sont proposées.
mais aussi un son et lumière le soir dans les murs du sanctuaire. Le spectacle Thérèse entre ciel et terre met en lumière la petite voix. En plus de cette création de toute beauté, des mini-retraites sont proposées, une parenthèse pour se laisser toucher au cœur par la petite Thérèse. C'est ce vide immense qui va faire d'elle l'apôtre de la confiance et de l'abandon. Ce mercredi matin, une cinquantaine de personnes reçoivent un enseignement. Comment traverser l'épreuve à l'école de Sainte-Thérèse. Des clés de réflexion qui permettent à ces participants d'avancer dans leur foi. Ça m'apporte énormément, ça nourrit vraiment ma spiritualité, ma quête de Dieu. Depuis longtemps, je suis en recherche, en quête, c'est quelque chose qui m'habite et Thérèse nourrit cela d'une manière tellement simple et profonde que ça me guide dans mon désir de sainteté. Ça remue beaucoup de questions, donc il y a à la fois une sorte de bouleversement intérieur et en même temps un peu une paix de trouver une sœur dans la foi. Très concrètement, dans les situations du quotidien, ça ne va pas être des grandes paroles, c'est dans les petites choses, donc c'est vraiment ça, c'est dans ma vie aujourd'hui, comment je peux suivre le Christ et comment elle peut m'aider en fait à le suivre. Être docteur de l'Église, c'est avoir des qualités exceptionnelles dans le domaine de la théologie. Pourtant, dans la vie de Sainte Thérèse, pas de grands écrits, mais un vécu dans lequel les participants se retrouvent. C'est vrai que là, ça m'a permis ce matin de faire des parallèles avec mon vécu, en particulier avec une situation d'éloignement, de séparation de ma famille. À l'époque, j'étais à l'époque du collège, dont j'ai beaucoup souffert. Mais voilà, ça m'a permis vraiment de faire un vrai parallèle avec sa vie et ça me donne des réponses pour continuer d'avancer aujourd'hui. La semaine thérésienne se poursuit avec comme point d'orgue la fête de Sainte Thérèse ce dimanche. 3 messes seront célébrées dans la journée. D'ici là, de nombreux intervenants vont continuer de se succéder pour mieux faire connaître la petite Thérèse. Le jubilé des 700 ans du diocèse de Tulle s'est ouvert le week-end dernier, mais plus que la célébration d'une date anniversaire, c'est bien un nouveau souffle pour l'église de Corrèze. Sous l'impulsion de son évêque, ce territoire rural, en manque de prêtres et de fidèles, se réorganise pour évangéliser. Les bancs de la cathédrale de Tulle n'ont pas été aussi bien remplis depuis longtemps. Saint-Martial y est peut-être pour quelque chose, car c'est la première fois que les reliques de ce premier évêque de Limoges sont exposées à la vénération dans la cathédrale. Un second souffle pour l'église de Corrèze qui a réorganisé son modèle pastoral. Nous ne pouvons plus couvrir le territoire comme avant, où il y avait un clocher, un curé, une paroisse, une commune. Ça, c'est fini. Donc il faut trouver d'autres moyens. À la base, nous avons souhaité qu'il y ait dans chaque clocher, je dirais entre guillemets, une fraternité locale missionnaire. C'est quoi? Là, ce sont 3, 4, 5 personnes qui se mettent ensemble et qui disent on va essayer de se réunir chaque semaine, on va prier à l'église, on va prier chez nous, et puis on se pose question, est-ce qu'il y a des gens isolés, des gens malades que nous pourrions aller visiter? L'aspect missionnaire, c'est aussi qu'elles sont la présence visible de l'Église au plus petit échelon. Une fraternité entre les communautés chrétiennes, importante aux yeux de l'archevêque de Bordeaux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, pour redynamiser l'action de l'Église dans les milieux ruraux. Le cardinal, qui a présidé la messe solennelle de l'ouverture du jubilé, a ainsi appelé les fidèles à devenir les nouveaux disciples missionnaires. Une mission pas toujours facile pour tout le monde. Quand on est jeune, on n'arrive pas toujours à dire « moi je crois » et j'y vais, et je me montre. Et je pense que c'est l'une des grosses difficultés qu'on peut avoir, et quand on arrive à la dépasser, eh ben on se rend compte qu'en fait on n'est pas tout seul, qu'on est 2, qu'on est 3, et que ça grossit après, et là on y va pleinement, et c'est un bonheur, un vrai bonheur. En clôture de cette messe inaugurale, Monseigneur Bestion a donné sa bénédiction à la caravane des 700 ans. Une initiative portée par les jeunes du diocèse qui iront sillonner, durant toute l'année, plusieurs communes de Corrèze pour annoncer l'Évangile. L'évangélisation va se vivre aussi à Paris le week-end prochain avec le congrès Mission. Depuis 2015, il réunit chaque année, le temps d'un week-end, les catholiques de France pour réfléchir ensemble à l'évangélisation concrète de notre pays. À l'origine, plusieurs mouvements comme la communauté de l'Emmanuel, Aïn Carême, Alpha ou encore Annuncio. Et un constat, il est urgent que les catholiques proposent la foi autour d'eux.
Pourquoi est-ce que le Congrès, il est d'abord missionnaire et c'est pas juste un rassemblement de tous les catholiques, ou même caritatif? C'est parce que je pense qu'on est aujourd'hui dans la société française face à la déchristianisation et qu'on se rend compte que ça entraîne des conséquences contre lesquelles on veut lutter. Si on lutte contre les conséquences, on lutte contre des moulins à vent. Si on s'attache à faire rencontrer le Christ aux personnes, en fait, on entraîne une révolution dans leur cœur qui va entraîner une révolution dans leurs actes et qui va entraîner une révolution de la société. La veillée d'ouverture du congrès Mission à suivre en direct sur KTO à partir de 20h30. Il est temps de retrouver la chronique du Père Rouget. Il nous parle d'un homme de presse disparu samedi dernier, Gérard Lignac, et son passage sur Terre a de quoi nous inspirer. Un homme remarquable vient de nous quitter, Gérard Lignac. Cet homme profondément chrétien, après des actes de résistance dans sa jeunesse, a eu une première carrière dans l'industrie, et puis il est devenu un grand patron de presse, président à la fin de cet itinéraire dans la presse, à la fois les dernières nouvelles d'Alsace, l'Est républicain, le Progrès de Lyon, le Dauphiné libéré. Il s'est également investi dans la télévision et sur Internet en lançant le signe Atlantico. Mais vers la fin de sa vie, il s'est passionné pour un projet dans lequel il s'est profondément investi, la naissance d'un nouvel institut de langue ancienne et biblique à Jérusalem-Melm, l'Institut Polis, dont la particularité est qu'on apprend les langues anciennes en les parlant. Et lui-même, Gérard Lignac, parlait en quelque sorte le grec ancien couramment, d'une manière tout à fait impressionnante. Ce qui le passionnait, c'était de pouvoir avoir un accès direct au grec du Nouveau Testament. Ainsi, cet homme passionné d'information, qui avait multiplié les moyens de la diffuser, la presse écrite, la télévision, Internet, à la fin de sa vie se centrait sur l'essentiel. La connaissance personnelle, grâce aux langues anciennes, de l'Écriture sainte, qui est la clé qui permet de comprendre le sens de l'histoire. Diffuser des informations, prendre connaissance des informations du monde, c'est bien, mais être capable de les interpréter pour se situer dans le monde dans lequel nous vivons à la lumière du Christ lui-même dans sa parole, c'est encore mieux. Et c'est cela qui restera de l'héritage le plus profond de Gérard Lignac. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Pellerin s'intéresse à la profonde mutation de la Poste cette semaine. Alors pourquoi ce choix, Benoît Fidelin ? D'abord parce qu'on est un lectorat... On a un lectorat très grand public qui utilise la Poste depuis longtemps. Pellerin, c'est près de 200 000 exemplaires chaque semaine. Alors que ça fait beaucoup d'usagers de la Poste et qui sont confrontés au changement de cette entreprise qui a un défi extraordinaire à relever. C'est qu'elle a 30 à 40% de courriers en moins. Elle est obligée de se réinventer avec de nouveaux services. Et on a voulu mettre ces services à l'épreuve et parler un petit peu des usagers, de la manière dont ils pouvaient dont ils affrontaient un petit peu ces mutations de la Poste. Voilà. Et puis on a aussi tout un dossier sur les innovations en faveur du handicap, toutes les innovations technologiques qui profitent aux handicapés. On s'aperçoit qu'elles profitent aussi aux seniors, aux femmes enceintes. On a 6 pages sur ça qui sont vraiment passionnantes, qui sont vraiment de la modernité qui est au service des plus fragiles. Merci Benoît Fidelin. Des icônes moscovites, actuelles, brodées, perlées et tissées. France Catholique vous fait découvrir des trésors exposés au Centre culturel russe à Paris depuis le 15 septembre, des icônes réalisées depuis 12 ans à Moscou. Un atelier fait revivre un art séculaire de la Sainte Russie, une technique appelée la peinture à l'aiguille. Réforme, l'hebdomadaire protestant revient largement sur le colloque vendredi dernier à Paris pour les 500 ans de la Réforme. Emmanuel Macron, présent pour l'occasion, a martelé que la laïcité n'était pas le rejet des religions hors de l'espace public. L'Église compte de moins en moins de fidèles en France. Il existe vraiment un renouveau qui se traduit par une créativité missionnaire sur tous les fronts. Famille chrétienne, dans son dossier, pointe les signes qui prouvent que le climat est en train de changer. La Vie s'intéresse à la Catalogne, qui organise un référendum d'autodétermination dimanche, pourtant déclaré illégal par Madrid. L'hebdomadaire a voulu comprendre l'identité de ce territoire et son désir d'indépendance. Les Catalans sont très mélangés, mais ils ont la conscience d'être un peuple, confie un retraité d'origine italienne. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, on retrouve 2 éditorialistes de la presse chrétienne.
Renforcer la coopération pour lutter contre le terrorisme, plus de solidarité pour la politique migratoire, mieux protéger les frontières face à l'immigration illégale, plus de débats nationaux et locaux sur des questions européennes, ou encore créer un marché commun du numérique. Voilà quelques volontés affichées par Emmanuel Macron pour relancer l'Europe dans un discours qualifié d'historique par des observateurs. Benoît Fidelin, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin. Est-ce que pour vous, ce discours d'Emmanuel Macron prend ses racines dans la vision européenne de Robert Schuman ? Oui, j'ai trouvé quelques ressemblances. Je suis un passionné de Robert Schuman. J'emmène même les lecteurs de Pèlerin parfois visiter sa maison de Sichazel et puis le Luxembourg où il est né. Et j'ai trouvé sur 2 points précis. D'abord, Schuman voulait qu'on donne une âme à l'Europe. Bon. Et Macron, quoi qu'on dise, il a quand même témoigné, lui, concrètement d'une foi en l'Europe. Ça nous change drôlement de tous les Européens honteux qu'on a eus au pouvoir auparavant, qui d'abord rejetaient tous leurs propres échecs sur le dos de l'Union européenne, qui d'autre part envoyaient au Parlement à Bruxelles les éternels recalés du suffrage universel, qui n'avaient pas réussi du tout dans les gouvernements, pas uniquement, mais une bonne partie. Et puis, on n'a jamais vendu l'Europe en France, on n'a jamais fait aimer l'Europe comme dans d'autres pays en montrant tous les progrès, certes les défauts, mais aussi tous les progrès qu'elle nous a fait faire. Donc d'abord, une foi en l'Europe. Et puis, Schuman disait, je me rappelle bien toujours son discours du 9 mai 1950, il disait l'Europe, elle se fera d'abord par des solutions concrètes, des réalisations concrètes, qui incluront des solidarités de fait. Eh bien, dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a du concret, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec lui, mais il y a vraiment du concret et qui prouve que l'Europe, finalement, ça sera un outil de concorde, mais qui passe d'abord vraiment, comme l'a dit Schuman, par des solidarités de fait et puis par des choses ultra concrètes. Enfin, je les énumérerai tout à l'heure. Et c'est tout ça qui, finalement, pour Robert Schuman, pouvait faire avancer l'Europe au nom d'un idéal qui se résume quand même à 2 mots, en un mot, la paix. Louis Dauphren, on vient d'entendre l'enthousiasme de Benoît Fidelin. Est-ce que vous partagez, vous aussi, cet enthousiasme ? Dans une certaine mesure, oui, quoiqu'il faudrait faire la part des choses entre ce qui vient d'Emmanuel Macron et ce qui vient de l'Union européenne elle-même. Je pense à certaines mesures concernant la réforme du droit d'asile. Je pense que les mesures sont calquées sur ce qui est déjà proposé à l'échelle européenne, mais que les Français ne savent peut-être pas. Sur la réforme du droit d'asile, par exemple, c'est flagrant, sur le fait que finalement la crise des migrants constitue une chance pour l'Union européenne de prendre sur sa responsabilité les questions migratoires qui étaient dévolues jusqu'à présent aux États. Et là, Emmanuel Macron semble prendre une initiative qui, à mon avis, coïncide avec une initiative qui a déjà été prise antérieurement par l'Union européenne. Mais bon, ça paraît un petit peu technique. Pour répondre à Benoît, où j'émettrais peut-être une petite différence, je dis cela parce que j'ai fait une émission récemment sur De Gaulle et les relations entre De Gaulle et les États-Unis. Et des relations extrêmement tendues entre 1940 et 1969. Et il est patent, on sait aujourd'hui, grâce à les archives, et des études nombreuses ont été faites, que les États-Unis ont délibérément écarté De Gaulle, même au profit du régime de Vichy, parce que celui-ci allait dans l'idée d'une impulsion franco-allemande, d'un couple franco-allemand, d'une collaboration franco-allemande, et que finalement l'Europe d'aujourd'hui, dans son origine, a été rêvée et construite par les Américains. Je crois que c'est vraiment un secret pour personne. Moi, je suis étonné que ça ne soit pas finalement dit et assumé. Parce que Jean Monnet et Robert Schuman ont tout à fait... Alors à l'époque, ça s'est fait parce que ça s'est fait de manière peut-être un petit peu discrète, parce qu'il y avait... Et puis il y avait l'ennemi soviétique. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le recul du temps, pourquoi ne pas dire que... Et il y a le traité CETA qui s'applique depuis le 21 septembre, pourquoi ne pas dire que c'est d'abord une volonté américaine dans le cadre d'un conflit Est-Ouest qui était naissant ? Donc derrière le discours d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez entendu les États-Unis, Benoît Fidelin ? Moi, j'ai entendu les États-Unis, oui, c'est vrai ce que rappelle Louis. Moi, j'ai aussi entendu les États-Unis d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils se profilent derrière, c'est-à-dire que les États-Unis d'aujourd'hui, c'est un pays tenté par ce sinistre Trump, par l'isolationnisme, par finalement une indifférence vis-à-vis des affaires du monde. Et donc, il y a eu ça, d'abord, et de plus en plus isolé. Et puis, donc, c'est quoi comme ça les États-Unis ? Et je pense que face au retrait américain des affaires du monde, qui, c'est vrai, lui l'a dit, a joué autrefois un très grand rôle, et face à la montée en puissance de la Chine et des pays émergents, Emmanuel Macron l'a rappelé, et Schuman le disait, on n'a pas d'autre choix
que de s'unir en Europe pour peser. Pour peser, pourquoi ? Pour peser en tant que culture, pour peser en tant que puissance économique, et puis pour peser, pour favoriser la paix. Ça me paraît très très important ça. Et Schuman, alors vous en parliez tout à l'heure, avait cette idée-là. Il disait... comment dire, il faut une âme à l'Europe, son refus d'un ensemble étriqué, se confinant dans des réalisations matérielles. Il voulait que ce soit pas uniquement un îlot de prospérité égoïste, refermé sur lui-même, comme tente de faire Trump des États-Unis aujourd'hui. Et donc je pense que finalement, l'Europe, relancer l'Europe, c'est quelque chose d'absolument, enfin, face à ces deux défis qui sont l'isolationnisme des États-Unis et la montée en puissance de la Chine et des pays émergents, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors, il y a des solutions concrètes, on n'est pas d'accord exactement toujours sur tout, mais je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Oui, Dauphren, c'est vers ces solutions concrètes proposées mardi par Emmanuel Macron qu'il faut tendre ? Il y a à mon sens, il y a de bonnes propositions, incontestablement. Il y en a d'autres peut-être. Il y a un esprit, je pense, qui n'est pas forcément, comment dirais-je, il y a une phrase, par exemple, moi, que j'ai trouvée bizarre. Nous avons eu raison de faire avancer l'Europe malgré les peuples. C'est une phrase du discours d'Emmanuel Macron. Je trouve ça curieux comme réponse, alors que le but, c'est de faire aimer un projet et de donner encore à rêver à des populations désenchantées. Oui, mais il a en même temps dit, il a regretté que l'Europe se soit faite à l'abri des peuples. Et l'idée très concrète, Louis, je vous coupe, mais de faire une commission européenne avec 15 commissaires pour que ce soit beaucoup plus efficace, ça, c'est une manière de prendre des décisions et de prendre des décisions pour rapprocher justement l'Europe des peuples. Et ça veut dire qu'on valide aussi l'idée qu'il y aura l'Europe à plusieurs vitesses, inévitablement. Oui. Elle existe déjà à plusieurs vitesses. Elle existe déjà, et c'est vrai que les pays fondateurs reprennent, pour ce que Jacques Delors demandait, approfondir l'Europe. Mais Benoît, est-ce que vous ne regrettez pas ? Moi, je regrette qu'il n'y ait pas, par exemple, de paroles sur le libre-échange. Finalement, l'Europe, aujourd'hui, s'est vécue bien souvent comme une plateforme de libre-échange et rien de plus. Et cette âme dont vous parlez, comment finalement la redonner, comment l'insuffler ? On reste un peu sur notre faim. C'est là que les mesures techniques, je pense, ne suffisent pas. Malheureusement, vous allez rester sur votre faim également, parce qu'il ne nous reste plus de temps, donc on continuera à en reparler. Merci beaucoup, Benoît Fidelin, d'avoir partagé votre point de vue. Vous aussi, Louis Dauphren, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Également, réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. Excellente soirée sur KTO, à la semaine prochaine.